Putain de môme qui fume des cigarettes et boivent du méthanol. Putain de môme, la 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 la. La 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 la. De vieux crabes trop souvent prétendent que les enfants candides sont pour nos cœurs l'espoir d'un avenir meilleur. Mais on sait bien camoufler ces menteurs jaloux et guerriers, pas besoin de la majorité pour être un homme achevé. Putain de mômes qui font des arbalètes pour tuer les rossignols. Putain de mômes qui jouent sous allumettes sur les bidons d'alcool. Putain de mômes qui cafardent les fillettes à la maîtresse d'école. Putain de mômes qui torturent les insectes parce qu'ils trouvent ça drôle. Putain de mômes qui votent et qui pètent et attrapent la rougeole. Putain de mômes qui cherchent un bavette juste après qui rigole. Putain de mômes qui piétinent les violettes pour faire leur farandole. Putain de mômes qui braillent ta tête de guignol. Putain de mômes. Quand je sens que tout ça est filmé, sur Internet. Bon, nous sommes réunis ici pour parler d'un auteur de bande dessinée qui est Gottlieb. J'espère que vous ne vous attendiez pas, en voyant son nom dans le programme, à ce qu'il soit présent, parce que Gottlieb est mort en 2016. Il avait 82 ans, il était né en 1934. Télécommande pour passer les images. Voilà, et Gottlieb, c'était l'auteur de un teasing de ce qui va suivre, hein. Guéluron, Super Dupont, la rubrique à braque, les dingos dossiers, Pervers Pépère, Hamster Jovial, on a mis d'autres, et puis voilà, qui a été le créateur de 2 revues qui existent encore, L'écho des savanes et Fluide glacial. Alors, en introduction, je voudrais asséner cet avis. Les bandes dessinées de Gottlieb n'étaient pas amusantes. Voilà, j'affirme que Gottlieb n'était pas un auteur amusant parce que ce qualificatif d'amusant convient à beaucoup d'auteurs de bandes dessinées humoristiques. Quand vous les lisez, ça vous met en plus joyeux éventuellement. Vous étiez d'humeur de maussade, vous les lisez, ça vous amuse et vous êtes plus joyeux. Non, Gottlieb, et je ne vous fais pas part de mon goût personnel, Gottlieb, dans les échos que j'ai pu en avoir au fil des décennies, des gens me disaient c'est quelqu'un qui m'a fait rire physiquement. J'étais tout seul dans mon coin à lire la rubrique à braque et je me gondolais physiquement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare et très difficile à obtenir en bande dessinée. J'ai entendu dire ça pour Charlie Schlingo, pour Franquin, pour Charb, pour une poignée d'auteurs. C'est rare et c'est normal parce qu'au cinéma, quand on est en groupe, comme vous êtes dans cette salle-là, quelques-uns ont ricané un peu fielleusement quand je chantais. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous exprimiez votre joie de cette façon? C'est parce que vous êtes entouré par des gens, vous auriez été tout seul devant une télévision, vous ne l'auriez pas fait. Mais voilà, on est en communauté et on communique avec son voisin en signifiant que ça nous amuse. Voilà. Mais Gottlieb, généralement, les bandes dessinées, on les lit toutes seules. Hein, et Fluide glacial, vous paraissez Gottlieb, généralement c'était lu au cabinet. Donc là, vraiment, il n'y en a jamais quelqu'un à côté de soi. Et donc, il est exceptionnel de rire avec un auteur de bande dessinée, et Gottlieb faisait partie de cela. La vie de cet humoriste a commencé de façon assez... Il a eu une enfance assez dramatique, qu'il a raconté dans un livre qui s'appelle « J'existe, je me suis rencontré », qui raconte sa vie depuis sa naissance jusqu'à ses 16 ans. Alors, ce n'est pas une bande dessinée, c'est une autobiographie littéraire. Il était né de parents juifs hongrois et roumains, émigré à Paris à la fin des années 20. Son père était peintre en bâtiment, sa mère était couturière, et sa famille s'appelait Gottlieb, avec un E avant le B et avec 2 T. Et il y a une erreur de l'état civil, le petit Marcel Gottlieb a été appelé Gottlieb avec un E mais un seul T.
Quand il est enfant, c'est l'occupation, il porte l'étoile jaune, et son père va être raflé par la police française sous ses yeux, il raconte ça dans ce livre, et il va être déporté à Buchenwald, dont il ne reviendra pas, il va y mourir, et ce sont des événements dramatiques, notamment la suite où les Allemands viennent dans le même immeuble chercher la mère de Gottlieb et sa petite sœur, qui se cachent chez des voisins, qui vont échapper à ça. Mais le livre est très drôle. Gottlieb truffe tout son bouquin de gags, et ces scènes où il voit pour la dernière fois son père, il arrive à en faire de l'humour. Il s'imagine... En fait, il nous raconte tout ça vu par un enfant qui se croit dans un film et qui s'attend à ce que Zorro intervienne pour le sauver. Après l'occupation, là c'est plus dans cet ouvrage autobiographique, ce sont les années 50, il suit des cours de dessin publicitaires. Il a comme professeur Pichard, Georges Pichard, qui n'est pas encore l'auteur de bande dessinée célèbre qu'il deviendra plus tard. Dans les années 60, il s'est mis à la bande dessinée, Pichard. Et les premiers travaux professionnels de Gottlieb, c'est de faire du lettrage, c'est d'ailleurs un très bon lettreur, avec un lettrage tout à fait reconnaissable. On reconnaît tout de suite une bulle calligraphiée par Gottlieb. Et il travaille comme lettreur chez Edimond, qui est l'éditeur du journal de Mickey. Donc il lettre des bandes dessinées Disney. 59-61, il commence à publier ses premiers livres pendant ces 3 années, qui sont des illustrations de livres pour enfants, mais vraiment chez les petits éditeurs, des albums à colorier, des choses sans prestige. Ça, c'est le premier livre pour enfants qu'il va dessiner, qui va paraître en 1960, donc après d'autres qu'il va faire par la suite, mais ça, c'est le premier qu'il ait dessiné, Emery, le jouet magique. Et alors, en couverture, il n'y a pas de nom d'auteur, mais en première page, voilà, il est écrit texte et image de C. Liégeois et M. Gottlieb. Il n'a pas encore son pseudonyme de Gottlieb. C. Liégeois, c'est sa compagne, qui s'appelle Claudine Liégeois, qu'on surnomme Claudie. Et je fais un petit saut en avant. Quand il va lancer Fluide Glacial, la maison d'édition s'appellera les éditions Audi, A-U-D-I-E. Il prétendra que c'est un acronyme signifiant amusement, humour, dérision, etc. En fait, c'est le prénom de sa femme. Des pages intérieures de... Alors, il dessine ça à deux. Gottlieb fait le crayonné et l'ancrage. Claudine fait la couleur. Voilà, on ne le reconnaît pas. D'autres livres pour la jeunesse de cette époque. Bisous le gourmand. Titou. Alors, Titou, c'est une série qui est intéressante. On est vraiment à la fin des années 50, qui est intéressante pour 2 raisons. D'abord, c'est chez un éditeur qui existe toujours, qui s'appelle les éditions Lito, un éditeur créé dans les années 50, qui faisait du livre pour enfants bas de gamme. Aujourd'hui, on trouve ça dans les supermarchés à 5 €, 8 €. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est du cheap, c'est pas du beau livre d'illustration. Et autre fait remarquable avec Titou, c'est que pour les textes, ils sont écrits par Jacques Diamant, qui à l'époque a un J à la place du I, donc c'est Jacques Diamant. Et c'est un copain d'école de Gottlieb, un copain d'enfance, qui plus tard va suivre une toute autre carrière que celle d'écrire ou de l'illustration, mais que l'on va retrouver comme premier rédacteur en chef, et pendant très longtemps rédacteur en chef, de Fluide Glacial. Première bande dessinée publiée, c'est en 1959, dans une collection qui s'appelle Petit Fan. Là encore, on est un peu dans du bas de gamme. Ce sont des sortes d'albums cheap qui adaptent des classiques littéraires. La couverture est de Gottlieb. On a trois récits adaptés par volume. Et à droite, c'est une adaptation du général d'Ourakin, de la comtesse de Ségur. Et on reconnaît difficilement du Gottlieb, mais moi je le reconnais un petit peu dans l'image du milieu du premier strip. Voilà.
Donc de la bande dessinée réaliste, ce qui ne le fera pas par la suite. Mais c'est vrai, début important, c'est en 1962 dans le journal Vaillant. Et il les démarche avec des catalogues des éditions Ito, dont il a dessiné la mascotte qui est un petit garçon aux cheveux noirs. Et il est pris, on lui dit, faites-nous une série avec ce personnage. Et ça devient Nanar, voilà, qui est un garçon qui a comme animal de compagnie un renard qui s'appelle Jujube. Donc au départ, la série s'appelle Nanar et Jujube. Puis il y a une petite fille qui se joint à eux, donc c'est Nanar, Jujube et Piette. Et dans cette série hebdomadaire, de gags hebdomadaires, hein, c'est pas un feuilleton, apparaît à un moment un chien triste. Alors il y a deux gags dans la page. Le premier gag, c'est que ce chien qui est triste, qui ressemble un peu au Droupi de Tex Avery, annonce qu'il s'appelle Guéluron. Voilà. Et alors Jujube, le renard, essaye de le faire rire, il n'y arrive pas, il fait des grimaces, tout ça, Guéluron ne moufte pas, et à la fin, Jujube se tape dans un arbre, et là, Guéluron rigole, et c'est bien la seule fois où ce personnage de Gottlieb, dans sa carrière, va rire. Sa première apparition et son dernier rire. Guéluron devient un des personnages centraux de la série, et donc elle change encore une fois de titre, ça devient Jujube et Guéluron, qui sont de plus en plus humanisés. Au départ, c'était un vrai chien à la niche, mais là maintenant, voilà, c'est quasiment un humain. Et personnage vedette maintenant du journal Pif, il obtient sa propre série, Guéluron ou la joie de vivre, où là, il vit comme un humain, hein, et il est amoureux de Belle Lurette, qui est une caniche que l'on voit ici. La série va avoir tellement de succès que les éditions Vaillant vont sortir un poche, un titre à son nom. C'est l'époque, les années 60, où il y a Pif Poche, Placide et Museau Poche, Tostoche Poche. Voilà. Donc il y a un Guéluron Poche qui va durer très longtemps, des années, mais Gottlieb ne va dessiner que les 2 premiers numéros, et il va créer les gags et les crayonnés, mais là, il y a tellement de travail qu'il prend un assistant qui s'appelle Dufresne pour faire l'ancrage des 2 premiers numéros, et ensuite, c'est Dufresne qui va continuer les Guéluron Poche. Et ce Dufresne, qui l'assiste au départ, quand plus tard Gottlieb va partir à pilote, il va lui confier Guéluron, et Dufresne va continuer seul la série Guéluron dans Pif Gadget pendant des années. D'ailleurs, à gauche, c'est un dessin de Dufresne et non pas de Gottlieb. Dans cette série Guéluron, il y a un personnage à remarquer, entre autres, mais je voudrais souligner, c'est l'existence de cette petite souris qui ne participe pas du tout à l'histoire. Gottlieb a prétendu l'avoir créée parce qu'il n'aimait pas dessiner les décors et ça lui permettait de meubler le coin de la case facilement. Et cette souris ne fait rien que... C'est une sorte de commentaire visuel, elle ne parle pas, de l'action qui est en train de se produire. Donc Guéluron dort, elle dort aussi, voilà. Et c'est une sorte de gag supplémentaire. Des fois, elle ne fait pas exactement la même chose, hein. Et ça préfigure, si vous avez lu la rubrique à braque, la coccinelle, hein, qu'on va retrouver dans la rubrique à braque, c'est vraiment le même principe. Je trouve ça très, très original comme moteur d'humour, hein. Ça me fait penser à un chœur antique qui commenterait l'action sur une scène de théâtre. Là c'est la petite souris ou la coccinelle qui commente l'action. Et j'ai longtemps pensé que c'était génial de la part de Gottlieb, qu'il avait créé ça ex nihilo, mais en fait, quelqu'un un jour m'a fait remarquer, mais on a déjà ça chez Disney, non pas dans les dessins animés, mais uniquement dans les bandes dessinées, avec Géo trouve tout, et le petit personnage de Filament, hein, qui a une tête en ampoule lumineuse, et qui ne participe pas vraiment aux histoires, il le suit tout le temps, et c'est un gag supplémentaire. Un personnage qu'on ne voit jamais dans Guéluron, c'est... On lit ses lettres. Guéluron dit qu'un lecteur a écrit au journal Vaillant pour faire des commentaires sur les aventures de Guéluron. Donc, il prend chaque fois une lettre et il dit Jean-Pierre Liégeois, jeune lecteur du Var. Et ça revient, comme ça on ne voit jamais ce Jean-Pierre Liégeois, on ne saura jamais qui il est.
Mais Liégeois, vous avez vu tout à l'heure que c'était le nom de famille de la femme à Gottlieb. Et ce Jean-Pierre Liégeois, c'est le beau-père de Gottlieb. Et c'est vraiment un private joke qu'aucun lecteur de Vaillant ne pouvait connaître. Ah, un dernier mot sur Guéluron. Il faut quand même souligner que c'est un des rares héros de bande dessinée pour la jeunesse à avoir montré son anus sur une couverture. Là c'est vraiment plus que rare, c'est exceptionnel, parce que ni Tintin ni Michel Vaillant n'ont fait ça. Je vois qu'il y a des spécialistes de la bande dessinée dans la salle, et alors je vais vous poser une question, un petit quiz improvisé. Est-ce que ça a été la première fois qu'un personnage de bande dessinée montrait son anus sur une couverture? Vous avez 10 secondes pour me répondre, réfléchissez, est-ce qu'il y a eu un précédent? Oui, c'est un précédent célèbre. Ah oui, je crois que tu l'as mis dans ton livre. Et là, c'est Monsieur Morin. Non, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas suffisamment la carrière de Franquin. Le chat de Gaston. Et sur cette couverture qui est de 1971, il me semble, nous avons donc bien sûr pas Gaston Lagaffe qui nous montre son anus, mais son chat, qu'il a délicatement cerné de rouge. Et j'ai continué mes recherches sur ce sujet très particulier et j'ai trouvé une couverture de Spirou de 1969 où c'était l'histoire de Spirou qui commençait en première page sur la couverture, et dans une case il y a une vache au premier plan qui nous montre son année 1969. Ça c'est quand même assez typique de Franquin et de Gottlieb, un petit côté pipi caca. On en arrive à 1965. Gottlieb publie 2 histoires courtes dans le journal Record, qui est un journal des éditions catholiques Bayard. Donc il fait vraiment qu'un petit passage à Record. Mais c'est intéressant parce que ça raconte de façon parodique le caméléon, comme un documentaire parodique, et l'autruche. Et ce sont des histoires un peu plus longues, là je n'ai mis qu'un extrait. Ça préfigure ce qu'il va faire avec les Dingos de Scié, plus tard à Pilote. Parce qu'en 1965, même année, surtout, grand tournant de sa carrière, il entre à Pilote. Il les a démarchés avec une histoire courte qu'il a faite spécialement et qui est acceptée, qui est publiée. La personne qui dirige Pilote, c'est Goscinny, c'est-à-dire le scénariste d'Astérix, qui accepte de publier Gottlieb, mais qui lui dit si vous voulez, on fait une série ensemble toutes les semaines, dont je serai moi le scénariste et vous le dessinateur, et ça va être Les Dingos de Scié. Alors les Dingos de Scié, ce sont des sortes de parodies de documentaires, d'études sur la vie quotidienne. Ça apparaît en 2 pages. Donc ici on a comment faire manger bébé, le magnétophone, les douanes, les panneaux de signalisation routière. C'est un humour essentiellement parodique. Il va y avoir 2 albums des Dingos de Scié que voici. En couverture, vous remarquerez que les noms de Goscinny et Gottlieb sont très grands. C'est rare qu'à l'époque, les noms des auteurs soient aussi grands. On est comme dans les années 60. Il va y avoir après un 3e volume, mais très tardif, avec des choses qui n'avaient pas été retenues dans les 2 premiers. Et ils sont même allés se représenter sur les couvertures, Goscinny à gauche, et Gottlieb à droite. Au bout de quelques années, Goscinny est débordé de travail, parce que non seulement il dirige Pilote, mais en plus il fait les scénarios d'Astérix, il fait les scénarios de Lucky Luke, il fait les scénarios d'Is No Good. Et il dit à Gottlieb, continuez seul, faites votre propre série. Et Gottlieb va lancer, sur le même modèle, la rubrique à braque. On est en 1968. Donc on est dans la continuité des Dingos de Scié, mais avec un peu plus de mordant. Je vous montrais tout à l'heure comment faire manger bébé dans les Dingos de Scié. Et là, je vous montre une histoire où il est question également d'une mère et de son bébé. Et vous allez voir la différence. Dans les Dingos de Scié,
le bébé, quand on veut faire manger, retourne la casserole sur la tête de son père, c'est la strip du haut, et en bas, c'est Gottlieb dans la rubrique à Braque tout seul, une mère indigne met à son bébé un suppositoire glacial, elle lui fait une mauvaise farce, le bébé n'est pas du tout content, voilà, et elle rigole. Là, voilà, sur le même thème, on voit très bien que chez Goscinny, il n'était pas question de faire des plaisanteries avec les fesses, et qu'évidemment, avec Gottlieb, on se permet ça. Et en plus, un suppositoire glacial, c'est qui nous annonce flux glacial pour plus tard. Il y a des exposés éducatifs dans la rubrique à Braque sur le pélican, la girafe, le castor, la vache. Il parodie des contes de Perrault, des fables de La Fontaine. Il est très inspiré par une revue sur laquelle je vais faire un petit aparté parce qu'il est important que vous la connaissiez si vous ne la connaissez pas. C'est une revue américaine qui s'appelle Mad, qui a été créée en 1952 par Harvey Kurtzman, qui était un scénariste et dessinateur. Enfin, il écrivait des scénarios aussi pour les autres comme Goscinny. Et Mad va avoir une influence considérable sur la bande dessinée humoristique aux États-Unis et dans le monde entier. Cet esprit de parodie, de satire, ça apparaît avec Mad, avec une histoire où il parodie Superman. Ça a été le début. Les premiers numéros n'étaient pas dans cet esprit-là, mais à partir de cette histoire de Superman qui a du succès, Mad va continuer il existe encore aujourd'hui. Et donc ça va influencer Gottlieb, ça va influencer Goscinny, puisque Goscinny vit aux États-Unis à cette époque-là, et il va faire partie de l'équipe de Kurtzman, il travaille en atelier. Ça va influencer l'underground américain plus tard dans les années 60, parce que des dessinateurs comme Crumb vont avoir lu Mad dans leur adolescence et que ça va leur avoir formé l'esprit à une certaine satire politique. Alors bien sûr, ça va, quand l'underground va exister, ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus politique que l'était Mad. De la même façon, Harakiri en France va être aussi influencé par Mad. Dans les premiers numéros d'Harakiri, les publicités, les fameuses fausses publicités de Harakiri qui plus tard seront photographiques, qui seront très trash souvent, au début elles étaient dessinées et on aurait vraiment pu penser que c'était des traductions de cette revue qui était parue donc une dizaine d'années auparavant aux États-Unis. Et Wolinski, à ses débuts, dessinera comme un dessinateur de Mad qui est Will Elder. Et les gens d'Harakiri vont même, dans les années 60, faire une traduction française du magazine qui va avoir quelques numéros, mais qui n'aura pas de succès, qui est oublié aujourd'hui. Donc, il y a une sorte de filiation entre Mad, c'est la semence originelle, et puis des choses qui existent encore aujourd'hui, comme Fluide Glacial, comme... On peut même penser que Groland, vous voyez, si on déroule le truc, Groland aujourd'hui sur Canal+, a été influencé par Harakiri, lequel a été influencé par Mad. L'arborescence remonte jusque-là. Les nuls aussi. Pardon ? Les nuls, Chabat, Revendic. Oui. Tout cet esprit à Canal+, peut venir de là. Le grand ancêtre, c'est ça. Alors, la rubrique à Braque, pour moi, c'est l'apogée de Gottlieb. C'est quand les gens me disent « j'ai ri en lisant Gottlieb », c'est cet apogée qui dure longtemps, qui dure des années. Lui-même disait s'être presque épuisé parce qu'il essayait d'être toujours encore meilleur, trouver des idées nouvelles. Voilà. Ça va se maintenir jusqu'au début de l'Écho des Savanes. Voilà. Si vous ne connaissez pas Gottlieb, essayez de cette période-là, des BD de cette période. Alors il y a des personnages dans la rubrique à Braque. Il y a le professeur Burp qui présente les séries, les histoires animalières sur les animaux, les documentaires zoologiques. Il y a Isaac Newton qui donc incarne le célèbre savant anglais c'est la légende qui dit ça, conçu la théorie de la gravitation universelle en voyant tomber une pomme d'un pommier. Alors chez Gottlieb, il se la prend sur la tête et c'est un running gag, un gag à répétition.
Isaac Newton ne fait que ça. Il arrive et il se prend une pomme sur la tête. Des fois, il se prend un piano, une enclume. Il ne parle pas, il ne participe pas à l'histoire. Il y a Gottlieb lui-même, voilà, qui se représente avec ses lunettes. Ça, c'est censé être un truc autobiographique, mais c'est complètement bidonné. Il y a Bougueray et Charolles. Ce sont deux policiers qui enquêtent. Alors, Charolles, à droite, Gottlieb lui a mis sa tête, lui a fait sa tête à lui. Et Bougueray, avec la moustache blanche, il lui a fait la tête du dessinateur GB. Vous les voyez en photo, en couverture de pilote, hein, Gottlieb et GB, incarnant leur personnage. Et dans ces histoires, qui sont donc des enquêtes sur les crimes, il y a toujours un suspect qui a les traits du dessinateur Fred, et le coupable a toujours les traits de Goscinny, qu'on voit là à gauche, qui était donc leur patron. Il va y avoir un film de cette série, réalisé par Patrice Lecomte, le premier film de Patrice Lecomte, qui au départ était un auteur de bande dessinée. Il a commencé à Pilote. Nous avons un éditeur de Patrice Lecomte, et c'est rare les éditeurs de Patrice Lecomte dans la salle. En général, Patrice m'avait dit, si tu fais un livre avec moi, ça risque d'être le dernier. Et donc on est en quelle année? En 1900... Je retrouve pas la... Ah, 76, pardon. En 1976, donc, Patrice Lecomte tourne « Les WC étaient fermés de l'intérieur » en prenant Coluche et Jean Rochefort. Et je trouve que c'est un bon casting, parce que voilà, Coluche dans le rôle de Gottlieb, Rochefort dans le rôle de GD. C'était bien trouvé. Et enfin, dernier personnage de la rubrique à braque, mémorable, c'est la coccinelle, hein, qui était dans les coins de case, qui va avoir d'ailleurs sa propre série, non pas au cinéma, mais une adaptation en spot télé, très, très tardivement. Une rubrique à braque qui est très souvent citée depuis quelques années dans les livres qui analysent l'histoire de la bande dessinée, les théories sur la bande dessinée, c'est la chanson aigre-douce. Chanson aigre-douce, c'est une rubrique à braque assez particulière parce qu'elle n'est pas franchement drôle. Il y a certes son dessin caricatural, mais il n'y a pas de gag. Voilà. Et pas vraiment. C'est l'histoire d'un enfant qui vit chez des paysans et qui n'a comme seul ami qu'une chèvre, hein, avec laquelle il se retrouve dans l'étable. Il lui chante des comptines et il lui caresse le museau. Et vous allez peut-être comprendre, bien sûr, que c'est quelque chose d'autobiographique du temps où... je vous en ai pas parlé, mais pendant l'occupation, Gottlieb va être mis en pension chez des paysans. J'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Il va être assez maltraité parce que ce ne sont pas des justes qui sauvent des juifs, ce sont plutôt des exploiteurs de la misère, et il va en garder un très mauvais souvenir. Et donc, ça on ne le sait pas à l'époque, il n'a pas confié ce passé à des intervieweurs à l'époque. Il n'est pas précisé que c'est l'auteur qui raconte un événement de sa vie. Mais c'est quelque chose qui vient lui-même. Et la bande dessinée autobiographique, à l'époque, n'existe pas. On date généralement la première bande dessinée autobiographique de 1972, non oui, 72. Justin Green, l'Américain, qui avait fait le Binky Brown, voilà, donc, qui racontait sa jeunesse en disant, voilà, c'est ce que j'ai vécu. Avant ça, bien sûr, il y avait des auteurs comme Gottlieb qui pouvaient utiliser des souvenirs pour leur scénario. En marge de la rubrique à braque, il va y avoir Super Dupont, qui est un personnage que Gottlieb commence à élaborer. Il a cette idée, et un de ses amis lui dit « Mais tu sais que Jacques Loeb, un scénariste célèbre à l'époque, le seul scénariste à avoir eu un grand prix d'Angoulême, aujourd'hui il est un peu oublié, mais c'était important à l'époque, Jacques Loeb travaille sur le même projet. » Gottlieb appelle Loeb, et effectivement, ils sont exactement sur les mêmes idées du type patriotique, ridicule, avec
ses charentaises et son béret et sa marseillaise. Voilà. Et donc, ils décident de faire la série ensemble. Gottlieb au dessin, Loeb et Gottlieb au scénario. Plus tard, ce sera repris par d'autres dessinateurs. La série va se poursuivre plus tard dans Flux glacial. Et elle va être adaptée en comédie musicale par Jérôme Savary et le Grand Magic Circus. Elle sera jouée notamment au Théâtre de l'Odéon à Paris, avec Alice Sapritch, alors non pas dans le rôle titre, mais en Marianne. On ne lui a pas collé une moustache pour faire Super Dupont. Ça s'appellera Super Dupont The Show en 1982. Autre création en tandem, en 1970, Gottlieb et Alexis, Gottlieb au scénario, Alexis au dessin, Cinémastock. Il va y avoir 2 albums de ces courts récits qui paraissent dans Pilote. Alors ça parodie non pas des films comme on pourrait le penser à cause du titre cinéma, stock, mais des œuvres littéraires. Il va y avoir également une série télé, Chapeau melon et bête de cuir, mais sinon ce sont des grands romans comme Notre-Dame de Paris, comme Les Malheurs de Sophie, qui est un très gros malheur parce qu'elle se fait carrément arracher la main par un âne. Et dans Notre-Dame de Paris, il y a... Comment il s'appelle, Jean Royer, il a fait la tête de Jean Royer à l'abbé, au curé Frollo, le méchant curé. Jean Royer, c'était ce maire de Tours qui luttait contre la pornographie, les mauvaises mœurs. Autre œuvre en collaboration avec Mandrika et les Clopinettes. Alors, Gottlieb et Mandrika, ils se sont connus à Vaillant, puisque Mandrika faisait le concombre masqué, pendant que Gottlieb faisait Guéluron. Et ils sont passés tous les deux à Pilote. Mandrika continue le concombre masqué à Pilote. Et ensemble, ils font la série des Clopinettes. Ce sont des gags en une page, des Fables Express, comme ils appellent ça. Il va y avoir un seul album. C'est pas tout à fait mémorable. En fait, l'histoire avait très peu d'importance. Ça n'amenait que, dans la moralité, un très mauvais jeu de mots. Un jeu de mots tiré par les cheveux. Donc je vous disais, oui, c'est une œuvre vraiment mineure, mais l'amitié entre Mandrika et Gottlieb, elle est un tournant extraordinaire dans l'histoire de la bande dessinée, parce que c'est ensemble qu'ils vont créer en 1972 cet événement charnière de l'histoire de la BD, qui est la création de l'Écho des Savanes, avec Claire Bretéché, qui a fait cette couverture du numéro 1. Donc c'est 3 auteurs qui créent leur propre journal. Alors l'anecdote est très connue, mais je la rappelle quand même parce que tout le monde ne la connaît pas, tout le monde n'est peut-être pas éditeur de bande dessinée dans cette salle. Il y en a plusieurs. Mandrika avait proposé à Goscinny une histoire du concombre masqué, qui était assez longue. Dans la version qu'on connaît, elle fait 10 pages, mais j'en avais discuté avec Mandrika. Peut-être que dans la version qu'il avait proposée, c'était un peu plus court, mais surtout, il ne se passait rien dans cette histoire. Le concombre traçait des sillons dans la terre, comme un paysan, jetait des cailloux, et après regardait. Et son copain Choura venait lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Et la chute, c'était « Je regarde pousser les rochers ». Et alors c'est vraiment très expérimental, hein, c'est zen. Goscinny refuse la bande. Et Mandrika se dit « Non, il faut que je m'exprime, je veux avoir mon propre support. » Et s'inspirant de ce qu'avait fait Crumb avec Zap Comics aux États-Unis, il crée l'Écho des Savanes en s'associant avec 2 amis, 2 collègues, Gottlieb et Bretéché. Dans le numéro 1, Gottlieb est un petit peu mou. Alors, il va pouvoir, là, cette fois, il s'adresse aux adultes, hein, donc il va pouvoir faire du pipi, du caca. Là, c'est Auguste Lumière, l'inventeur du cinématographe, qui a un problème urinaire, et c'est pisse à la figure, et ça lui donne l'idée du premier film scénarisé, L'arroseur arrosé. Dans ce numéro 1, les personnages de Gottlieb vont déféquer, vont péter, vont roter. C'est très humour pipi caca. Mais dans le numéro 2, là, il se passe encore quelque chose d'étonnant à l'époque, de sidérant à l'époque. Enfin, je me souviens, moi j'étais adolescent, on ne parlait que de ça dans les cours de récréation. C'est qu'il passe à la pornographie. Avec une histoire courte, entrée dans l'histoire de la bande dessinée aujourd'hui, où le personnage rencontre Blanche-Neige et les 7 nains, rencontre Tarzan qui, dans la page suivante, va lui montrer que son pagne se lève parce qu'il est en érection.
rencontre le petit chaperon rouge et le loup qui copule, Jean Valjean et Cosette, Cosette qui fait une fellation à Jean Valjean, parce que Victor Hugo était un des auteurs préférés de Gottlieb. Monsieur Seguin qui court après sa chèvre va finir par la rattraper, je ne vous raconte pas ce qu'il lui fait. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à l'époque. On n'a jamais vu ça en presse. Hein. Ça n'existait pas. On avait vu un petit peu, il y avait eu un peu de dessin, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de titre pornographique, hein, en 1972-73, il existe déjà des sex shops dans lesquels on ne peut pas, même pas voir les poils pubiens. À l'époque, les poils pubiens tombent encore sous le coup de l'outrage aux bonnes mœurs. Mais il y avait eu quand même quelques dessins porno de Reiser et de Wolinski qui étaient parus en livre avant ça. Reiser, c'est un petit livre qui s'appelle « Je vous aime », chez Martineau, et Wolinski, c'était le premier volume de ces Je ne pense qu'à ça, qui était paru chez Jacques Pauvert. Deux livres d'ailleurs qui avaient été interdits, probablement parce que Pauvert et Martineau étaient des éditeurs qui étaient vraiment dans le collimateur de la censure, qui leur interdisaient tout ce qu'ils publiaient, mais L'écho des savanes, ça c'est quelque chose de très étonnant, ne va pas avoir de problème. Et j'ai écrit plusieurs livres sur l'histoire de la censure, donc j'ai fait des recherches dans la documentation officielle, et je ne comprends pas pourquoi l'écho des savanes a pu oser autant à cette époque sans jamais être interdit. Ces albums vont... Et il va y avoir quelques autres histoires mémorables. Oui, celle-ci, j'aime beaucoup, c'est dans le deuxième numéro aussi. C'est du Gottlieb, on ne dirait pas comme ça. Cette page explique la démarche de Gottlieb, finalement. On a un personnage qui arrive devant un mur, il est impossible de passer, il regarde à l'horizon, les horizons sont bouchés, il ne peut pas passer, et il ramasse un bilboquet phallique avec une crotte à la place de la boule. Quand il arrive à mettre la crotte sur le bilboquet, le mur s'écroule. C'est une allégorie, c'est une image de la liberté de création. Ça y est, enfin, il a pu franchir le mur, et il peut passer à autre chose. Des histoires qui ont beaucoup marqué. Alors il y a des personnes, oui, il y a Gottlieb lui-même qui continue de se représenter. Il y a Isaac Newton qui vient, qui se prend une pomme ailleurs que sur la tête. Il va y avoir un seul personnage créé pour l'écho des savanes, c'est personnage très mineur qui apparaît dans des petits strips de coin de page, c'est Momo le Morbac, qui est un morpion qui vit dans les poils pubiens. Il va y avoir, qu'est-ce que c'est là? C'est une parodie de l'Exorciste. Ça, je vous l'ai mis parce que c'était une des bandes dessinées préférées de Gottlieb lui-même. Je trouve qu'il fait. Bon, ça parodie le film L'Exorciste qui vient de sortir à cette époque. Guts Club, ça c'est typiquement le genre d'histoire qu'on dit on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui parce que ce sont les dieux qui se réunissent pour une soirée entre célibataires. Et on a Jésus, Allah, Zeus, etc. Et ils boivent de l'alcool, et ils fument, ils se projettent des films porno. Et alors... toutes ces bandes dessinées vont être recueillies dans des albums qui s'appellent Ralovli. Et Ralovli, c'est l'onomatopée en quelque sorte de l'orgasme chez Gottlieb à partir de l'écho des savanes. Ça va presque rentrer dans le domaine courant. Je me demande si c'est pas dans le Petit Larousse, tellement c'est devenu significatif d'une jouissance. Gottlieb racontait qu'il avait pensé à ce cri de jouissance, parce qu'à la même époque est sorti un film de Hitchcock qui s'appelle Frenzy, dans lequel le personnage, qui est un serial killer, caresse une femme en disant « Lave-li, lave-li, lave-li ». Puis elle lui résiste, alors il prend sa cravate, il l'étrangle, et là, il aura le vient de ça. 1974, dans l'écho des savanes, il commence une série avec Alexis qui parodie des publicités. Ça s'appelle Dans la joie jusqu'au cou. Gottlieb au scénario, Alexis au dessin. Qu'ils vont poursuivre dans Flux glacial parce que c'est l'époque où Gottlieb va abandonner l'écho, qui était son enfance sans l'être tout à fait, parce que c'était quand même à l'origine une idée de Mandrika. C'est Mandrika qui avait trouvé le titre, l'écho des savanes. C'est Mandrika qui en était le gérant.
qui d'ailleurs voulait se développer comme un groupe de presse de plusieurs magazines qu'il aurait dirigé. Et à un moment, il avait un projet, il voulait lancer 4 magazines, dont un était prévu pour s'appeler Métal Hurlant. Et ça ne s'est pas fait parce que le distributeur, ils n'étaient pas vendus chez les marchands de journaux à l'époque, c'était un distributeur en librairie qui s'appelait Kesselring, est parti avec la caisse, ce qui fait que Métal Hurlant n'a pas été édité par l'Écho des Savanes, et les dessinateurs Métal Hurlant se sont lancés eux-mêmes selon le même principe, on est dessinateur et on autofinance notre journal. Fluide donc laisse l'Écho et ses soucis financiers du moment pour repartir à zéro, en créant un nouveau journal, Fluide Glacial, qui s'adresse à un public adulte, mais moins adulte, également adolescent, un peu potache même. Et on peut penser là qu'il retrouve plus la veine MAD, qui était un journal pour adolescents et grands adolescents. Également aussi parce que Fluide Glacial, contrairement à l'Écho des Savanes, est un journal tout humour qui existe toujours, bien sûr. Il fait appel pour lancer le journal donc à ce copain d'enfance qui lui avait écrit un livre pour la jeunesse à la fin des années 50, Jacques Diamant, qui lui est gestionnaire d'un grand magasin à Bordeaux. Et qui a justement cette qualité-là. Il sait gérer, il sait faire un bilan comptable, il sait gérer les finances. Gottlieb va être beaucoup moins choquant dans Fluide Glacial, c'est-à-dire qu'il va continuer à raconter des histoires sexuelles, mais qui vont être soft, comme celle avec c'est Barbarella. Bon, là c'est soft. C'est des histoires qui vont être recueillies dans des albums qui s'appellent Ragnagna et non plus Ralovely. Et c'est soft au point qu'à un moment, la petite Cosette va retrouver Jean Valjean et va lui dire « Vous voulez que je sois gentil comme l'autre fois ?» Et que Jean Valjean lui dit « Non, pas question, hein, ça c'est foutu le bordel la dernière fois. » Il va y avoir beaucoup d'autres auteurs aussi dans Fluide Glacial. Alexis, dans les premiers numéros, Mas, Luc, Hugo, Solé, et puis 2 rédacteurs qui vont y rester des décennies, qu'on va appeler les fluidosaures, Bruno Léandri et Yves Frémion, qui est à Tonnerre ces jours-ci, qui va arriver, pas dès le premier numéro, mais très vite, et qui va tenir la gazette à Frémion dans Fluide. Personnage qu'il crée pour Fluide Glacial, c'est Pervers Pépère. Alors Pervers Pépère, ce sont des gags en une page, sans parole, avec un type qui a tout de l'obsédé sexuel, de l'exhibitionniste, avec son grand manteau qui est lourd comme ça. Mais en fait, non, c'est pas un pervers sexuel, c'est un pervers de l'humour. C'est-à-dire que chaque fois, il fait des farces. Voilà, et à la petite fille, il lui montre un truc avec des choux, des roses et une cigogne qui amène les enfants. Sur la BD, on le voit tripoter Orcaz, on a l'impression qu'il est en train de masturber le curé qui dort à côté de lui. Et en fait, il lui a simplement ouvert la braguette pour qu'il se fasse arrêter par la police pour exhibitionnisme et il rigole. Dans Fluide Glacial, il continue Super Dupont, dont le dessin est confié à Alexis. Les scénarios sont toujours de Loeb et Gottlieb. Plus tard, ça sera dessiné par Solé. Encore plus tard par Bouc. Il va reprendre Guéluron dans un ultime album, la bataille navale, où Guéluron en slip. Alors, il est en slip parce que voilà que tout d'un coup, il se rend compte que Belle Lurette a une jupe. Et oui, pour le distinguer, pour montrer que c'était une femelle, Gottlieb lui avait dessiné une jupe. Mais alors lui, il n'a pas de pantalon, il est nu. Donc il réalise ça, tout d'un coup, il se met à slip. Et ça s'appelle La bataille navale, c'est cette série d'histoires courtes parues dans Fluide, parce que Guéluron et Belle Lurette essayent tout le temps de faire l'amour. Ils veulent, ils essayent, mais ça se passe toujours mal, ils n'y arrivent pas, ça se termine, ils jouent à la bataille navale. Et, sauf dans la dernière histoire, où ils vont voir, là, ils en ont marre, ils vont voir leur créateur, ils vont voir Gottlieb, et ils disent, voilà, on veut coucher ensemble, enfin, Gottlieb leur accorde ça. Et sur cette page, alors on ne les voit pas, hein. C'est caché, ils sont dans un bosquet, mais Guéluron est tout content pour une fois, il sourit.
Et Gottlieb regarde partir ces deux personnages, et c'est assez émouvant parce que quand il dessine cette case, il a sûrement conscience que c'est la dernière fois qu'il les dessine. Il dit adieu réellement à ces personnages, parce que il va continuer de s'occuper du journal, mais de moins dessiner, plus dessiner de bande dessinée, et même passer la main pour le choix des contenus. Il va continuer pendant longtemps d'écrire les éditoriaux, alors qu'ils sont des faux éditoriaux, ils ne parlent pas du contenu du magazine, mais ce sont des textes d'humour qui vont être recueillis dans 2 albums Jacques Tans. Alors, il y a les textes chez Fluide Glacial et les titres de ces textes qui sont parus chez Gottlieb, les titres qui étaient encore dessinés par Gottlieb. Et on peut dire que la dernière grande création de Gottlieb, ça va être ce journal Fluide Glacial qui va avoir des tirages jusqu'à 150 000 exemplaires, et qui aujourd'hui a dépassé les 500 numéros. Alors là, j'en ai presque fini, mais s'il y a des Gottlibiens attentifs, j'ai sauté un personnage. Deuxième quiz de la journée. Quel personnage j'ai sauté? Bravo, vous avez gagné. Hamster Jovial. Alors, j'en ai pas parlé parce que c'était dans un journal parallèlement, je voulais pas tout embrouiller. Hamster Jovial qu'il fait pour Rock et Folk, qui était une revue, non pas de bande dessinée, mais sur la musique, qui existe toujours. Mais à l'époque, il parlait beaucoup de pop musique. Gottlieb adorait la pop musique, il lisait Rock et Folk, et un jour, dans un article, on parle de lui. Il envoie une petite lettre de remerciement, c'est gentil. Et Philippe Coquelin, le rédacteur en chef, lui dit « Mais pourquoi vous ne feriez pas une BD ?» Et ça va être Hamster Jovial, qui est un chef scout, qui essaye d'expliquer la pop musique à ses louveteaux, lesquels ont d'autres préoccupations, vous pouvez le voir sur l'image. Et alors, Hamster Jovial est encore réédité aujourd'hui, mais c'est une des BD de Gottlieb qui a le plus mal vieilli, parce que ça parodiait la pop musique de l'époque. Et 2 exemples. À gauche, Hamster Jovial marche comme le flûtiste de Jet Rotule, qui marchait en levant le pied comme ça, et à la fin se casse la figure. Et à droite, il prend un boa comme Alice Cooper, et le boa lui ressort par la braguette. Mais qui se souvient comment marchait le flûtiste de Jet Rotule aujourd'hui? Donc il y a des gars qui sont carrément incompréhensibles. Sur Gottlieb, je vous conseille donc de lire son autobiographie, qui est vraiment intéressante, bien écrite et drôle. Il existe plusieurs livres. Nima Sadou en avait sorti un, mais qui est épuisé depuis longtemps, qui est dans les années 70. Dans les années 80, Yves Frémaux en avait sorti un autre, et qui est également épuisé. Et puis Thierry Grandstein en a sorti un que je n'ai pas lu, mais qui est sûrement très bien. Abécédaire, c'est l'abécédaire Gottlieb. De Gottlieb, voilà, je pense que c'est bien, c'est très bien. Oui. Jacques Diamant a écrit un livre de souvenirs, mais que je n'ai pas lu non plus. Pas bien. Et pour terminer, alors je voudrais vous faire entendre la voix de Gottlieb. J'espère qu'on l'entendra. Tout à l'heure, c'était un peu sourd. Si on ne comprend pas ce qu'il dit, on arrêtera. Parce qu'il avait une voix aussi reconnaissable que son lettrage, très typique, très titi parisien. Je ne sais pas faire les accents, mais c'était genre Arletty. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Voilà. Et les documents de radio là, que je vais vous faire entendre, c'est aussi parce que c'était mes débuts professionnels. J'ai commencé à France Culture en 85, dans les émissions de Bertrand Jérôme. Et Bertrand Jérôme m'avait accepté mon sujet. Pendant une semaine, tous les jours, on avait une table ronde où on allait parler d'onomatopée sur la bande dessinée. Et il y avait 4 auteurs de bande dessinée. Il y avait Gottlieb, Pétillon, Max Cabane, c'est-à-dire 3 futurs grands prix d'Angoulême, et le 4e c'était Bernard Joubert. Donc chercher l'intrus, chercher l'erreur. Et alors si quelqu'un à la technique peut nous envoyer le son, on va entendre Gottlieb parler de 2 maîtres de l'onomatopée. Bien, nous allons nous livrer en effet toute cette semaine à un exercice complètement absurde qui va consister à évoquer oralement, c'est-à-dire d'une façon sonore, à évoquer des effets graphiques que les dessinateurs de BD s'ingénient généralement à inventer pour donner l'impression d'un son, oui,
dans leur dessin, d'un son dans leur dessin. Je veux parler des fameuses onomatopées représentées dans les bandes dessinées. Alors réunis dans ce studio, Marcel Gottlieb, c'est Super Dupont, la rubrique Cabrac, le Viron, etc. Et Guillaume, l'enquête de Jacques Palmer, le Baron Noir, qu'il avait fait avec Goethe, Max Cabane, les rencontres du troisième type, la Jôle, etc. Et Bernard Couvert, qui est des mots, vous savez, de temps en temps, pour des tentatives radiophoniques, qui a l'idée d'ailleurs de cette enquête, c'est le signateur lui-même et son album a pour titre Complexe Multisale. Et nous allons évoquer maintenant les onomatopées qui nous ont marqué le plus les uns les autres. Marcel Gottlieb. Dans les situations, il y en a une de personne bonne dans QRM sur Bradley-Bo. Elle me fait axer sur Franquin. C'est une histoire de Pyrénées Fontainebleau. Je crois que c'est d'ailleurs la dernière. Il y a un scénario de Greg, c'est tout le monde. Il y a une scène de torture. C'est trop sourd. Sur l'ordinateur, on entendait bien, mais non, on n'entend pas. Insupportable. C'est la torture consiste. Il y a le docteur Kilkin, Chapelle. Avec une question de réglage. Sur l'ordinateur, on l'entend très nettement. Bon, ben, j'en ai fini. Désolé de ce final qui tombe à plat. Si vous avez des questions, évidemment, je suis là pour y répondre. Sinon, bon festival, on est nombreux. C'est une belle première édition. Ouais, c'est delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolcino d'amor.